Vous écoutez Ici Rueil. Bienvenue à tous, chères auditrices et auditeurs. La médiathèque nous ouvre ses portes. Ce lieu vivant, ouvert à la découverte et au partage. Conférences passionnantes, rencontres littéraires qui rapprochent, autant de moments forts qui nourrissent la curiosité et font vivre la culture au cœur de notre vie. Aujourd'hui, vivez ou revivez une nouvelle rencontre littéraire avec Dominique Bonnat, académicienne et l'une des plus grandes plumes françaises contemporaines, à l'occasion de la sortie de son roman « Le roi Arthur ». Dominique Bonnat évoque son père, Arthur Comte, qui fut écrivain, historien et journaliste, mais aussi député et ministre sous la 4ème République ainsi que président de l'ORTF, une figure politique marquante depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des années 70. Les hommes s'appellent Arthur ou Pierre. C'est-à-dire qu'un Arthur appelle son fils Pierre, qui appelle son fils Arthur, et puis on recommence. J'ai d'ailleurs un frère qui s'appelle Pierre. Donc cette espèce de litanie du prénom m'avait toujours fascinée. Et c'est d'autant plus bizarre, j'allais dire, que Arthur Comte, et moi-même aussi d'ailleurs, nous sommes nés dans le sud de la France. Nous sommes nés dans les Pyrénées-Orientales. Mon père, dans un petit village, à la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, pour ceux qui connaissent un peu cette région. Arthur, tout le monde le sait, Arthur est un prénom breton, typiquement breton, voire anglo-saxon, parce que ça remonte à une époque très ancienne, où la Bretagne, on appelait Bretagne, un très très grand royaume qui s'étendait presque jusqu'en Écosse. Donc c'est quelque chose d'ailleurs... les frontières du fameux royaume d'Arthur, le vrai Arthur, sont difficiles à cerner, mais c'est vaste. En tout cas, les Celtes, puisqu'il s'agit bien d'un prénom celte, ne sont pas vraiment venus jusqu'à Perpignan. Il y a bien eu des Vikings qui sont passés au large des côtes méditerranéennes, parce que vous savez que les Vikings sont quand même allés jusqu'aux Baléares. Les Baléares sont vraiment de même langue catalane, d'ailleurs, et très proches des Pyrénées-Orientales. Donc, tout ça fait une sorte de géographie imaginaire, et dans notre tête d'enfant, puisque j'ai aussi un frère, il est sûr que ce prénom de notre père participait du climat assez imaginaire, onirique même, de notre enfance. Parce que ce père, qui s'appelait Arthur, racontait des histoires. Il a passé sa vie à nous raconter des histoires, et même d'ailleurs à chanter des chansons, à réciter des poèmes. Il avait ça dans ses gènes, je crois. Peut-être cet étrange prénom l'a-t-il influencé. On dit parfois que les prénoms influencent les personnalités. Je crois que dans son cas, ça pouvait être assez juste. Mais influencé au point de vous raconter des histoires médiévales, oui. Donc de roi Arthur et de ses chevaliers, et de vous influencer vous-même dans votre carrière universitaire. C'est extraordinaire, c'est une histoire sans fin. Oui, c'est une histoire sans fin. Mais ce que je raconte dans ce livre, rien n'est inventé. Vous voyez, je peux témoigner vraiment qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, je savais qui était Arthur, qui était Guenièvre, Lancelot. Je connaissais la fée Mélusine. Je voyais très bien les châteaux du roi Arthur qui surgissent de la brume dans la forêt de Brocéliande. Enfin, nous avons été élevés, bercés par les mythes et légendes. Ce n'est pas vraiment étonnant, vous voyez, quand on réfléchit aux mythes et aux légendes, on sait très bien que ces mythes et ces légendes voyagent d'une région à l'autre, mais voyagent aussi d'une époque à l'autre. Et donc, ces légendes celtiques, elles se sont répandues dans tout le territoire français, jusqu'en Catalogne, puisque ce département des Pyrénées-Orientales, vous le savez peut-être, c'est un département catalan. Mon père lui-même, qui était né en 1920, a appris le français à l'école, parce que dans sa maison natale, on parlait le catalan.
Et donc, c'est un département qui, quand même, qui a une culture très forte, je dirais aussi forte que la culture bretonne, que la culture basque, que la culture corse. C'est une région à forte identité culturelle et qui repose quand même sur une langue qui a irrigué toute une région. On ne l'entend pas dans ma voix. Mais oui, on l'entendait dans la sienne. On l'entendait dans la sienne. Oui, parce que donc Arthur, donnons-lui son vrai nom, Arthur Comte, avait cet accent catalan qui est particulier, qui n'est pas l'accent de Marseille, qui n'est pas l'accent de Bordeaux, qui n'est pas l'accent de Toulouse. C'est un accent rocailleux. Il disait souvent, ce père, ma voix roule des cailloux comme dans l'eau d'un torrent. Donc c'est ce côté un peu sombre, les airs sont roulés, vous voyez. Et donc il y a beaucoup de airs d'ailleurs dans Arthur, c'était une façon de le dire. Et cet accent rocailleux, mais bien sûr avec l'intonation solaire, avec l'intonation du sud. Mais j'ai été élevée à Paris pour toutes sortes de raisons. Je suis allée à l'école à l'âge où on apprend à lire, enfin plus ou moins, en l'équivalent du CP, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivée à l'école, la première journée, la maîtresse a voulu voir notre niveau de lecture. Donc elle nous a donné la parole à tour de rôle. Il fallait lire un petit extrait. J'aimais déjà lire à haute voix. J'ai toujours aimé lire à haute voix. Donc, je me suis élancée, j'ai bien mis l'intonation, et à mon grand étonnement, au lieu d'être complimentée, ça a été un éclat de rire général. Parce que j'avais l'accent du Midi, l'accent du Sud, un accent très fort, et ça a beaucoup amusé les petites filles parisiennes. J'ai compris tout de suite que cette différence, je n'allais pas pouvoir l'assumer. Et donc, très naturellement, et sans du tout réfléchir à la question, je n'ai pas eu besoin de faire une psychanalyse, j'ai ravalé cet accent catalan. D'où ma voix, qui ne choque pas vraiment dans la région parisienne, mais qui est bizarre à l'échelle de ma famille, parce que tout le monde dans ma famille a l'accent du Midi. Les grands-parents, les cousins, enfin, voilà. Et j'ai été élevée moitié à Perpignan et moitié à Paris. À Paris, c'était l'école, les études, et à Perpignan, les grandes vacances, Noël, Pâques, la Toussaint. Enfin, dès qu'il y avait un peu plus d'une semaine, on partait. Alors, on va en finir avec le titre, mais Arthur Comte, c'est Comte, C-O-N-T-E. Et vous l'expliquez dans ce livre, c'est Comte comme un conte de fées. Donc, vous aviez un père conteur qui, en plus, s'appelait Comte comme un conte de fées et qui vous racontait des histoires. C'est un nom destiné, c'est votre destinée. Oui, et même complètement prédestiné. Je ne pouvais pas échapper à ça. C'est comme une marque de fabrique. J'ai tout de suite dans l'enfance à la fois l'héritage du nom, donc s'appelait Comte, puisque je n'écris pas sous mon nom de jeune fille, j'écris sous mon nom de femme mariée, Bonin, et le nom que j'ai pris à 20 ans quand j'ai épousé un Philippe Bonin. Bon, mais mon nom de jeune fille, c'est comme une estampille, vous voyez. Et souvent, d'ailleurs, mon père, quand il devait décliner son nom, ça arrive quelquefois, et on avait tendance, les gens ont tendance à l'écrire avec un M. Alors ça donnait en général un moins compte de mots, et pour éviter ça, il disait toujours un peu comme s'il annonçait Brissac ou Clermont-Tonnerre, il disait conte comme un conte de fées, avec beaucoup d'assurance. Et donc, vous voyez, entre une enfance où le conte a pris beaucoup de place, et puis le nom de famille, etc., ça a créé une sorte de climat autour de l'enfant que j'ai été. Et je voulais raconter ça. Mais pourquoi est-ce que je raconte ça? Vous voyez, il y a un sens quand même à tout ça, parce que c'est pas uniquement de la nostalgie, c'est pas pour faire revivre seulement un père que j'aime et que j'ai
vraiment que j'aime toujours, j'allais dire. Bon, voilà, c'est pas la nostalgie qui m'animait. La vérité, c'est que je pense que beaucoup de choses de nos vies sont dans l'enfance, que les clés de nos personnalités, de nos vies sont dans l'enfance. Et j'avais vraiment envie de me retourner vers cette époque, mais la lointaine enfance, la toute petite enfance, celle où on s'éveille, celle où les sons, les parfums, tout ça vous conduisent quelque part. Et donc ce livre, c'est ça, c'est une recherche des clés en fait. Et elle passe par le roi Arthur. Mais c'est effectivement un récit d'apprentissage, un souvenir, une série de souvenirs. Et vous êtes là comme une petite fille qui n'aime pas la comtesse de Ségur, comme une petite fille qui est déjà une lectrice très tôt, mais avec, excusez-moi l'expression, un sacré caractère déjà. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un sacré caractère, parce que finalement, ce qui s'est passé, vous savez, aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, cet automne littéraire a été marqué par la sortie de très très nombreux livres sur l'enfance. C'est comme si on s'était donné tous le mot, là, pour la rentrée, on a tous écrit ou sur notre père, ou sur notre mère, ou sur les deux à la fois. Mais il y a vraiment un nombre de livres depuis Emmanuel Carrère, mais comment s'appelle-t-il, Raphaël Enthoven, enfin il y en a beaucoup. Les livres, c'est curieux, c'est vraiment... mais la plupart, je dois dire, la plupart des livres relatent souvent un drame de l'enfance, c'est-à-dire un chagrin si profond, une cassure, quelque chose qui est lourd à porter et qui finit par émerger à l'âge adulte, parce que là aussi on ne se débarrasse pas des drames de l'enfance, ils finissent par éclore d'une façon ou d'une autre, parfois étouffer ou handicaper une vie. Bon. Donc beaucoup de malheurs dans certains de ces livres. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Et il se trouve que moi, je n'ai pas de drame à raconter. J'en arriverais presque à m'excuser auprès des lecteurs. Je n'ai pas de drame à vous offrir. J'ai à offrir une enfance, certes particulière, qui est assez colorée, imagée, parfumée, et où on voit une petite fille sous influence. J'étais sous influence. L'influence de ma région catalane et du soleil catalan. L'influence de toute une famille assez patriarcale, qui n'avait pas beaucoup évolué depuis les temps très anciens, où les femmes occupaient une certaine place et les hommes une autre. Donc l'homme, dans ma famille, c'était vraiment H majuscule. D'où le nom, le roi Arthur. Mon père était véritablement considéré comme le roi de la famille. Il avait toujours raison, il commandait, et l'affronter, par exemple, à l'adolescence, c'était très difficile. Bon, et j'ai aussi eu cette chance d'être dans une famille, j'ose à peine le dire, où on s'aimait beaucoup. Je ne me souviens pas de choses horribles, de discussions épouvantables, ni à table, ni ailleurs. Donc, mais en revanche, la petite fille, elle était comme tellement abreuvée d'amour, tellement un peu étouffée dans le cercle de famille. Alors, vous savez, je vous ai dit que je m'appelais Comte et que, en plus, Arthur, c'était un prénom bizarre. Mais moi, je m'appelle Dominique. Bon, Dominique. Ensuite, vous pouvez passer vos prénoms en revue pour voir si vous êtes déterminé comme je l'ai été. Mais je m'appelle Dominique. Bon, très bien. Je m'étais toujours dit, c'est assez bizarre, c'est un prénom qui vaut pour les filles et pour les garçons, mais c'était à peu près tout. Et puis un jour, j'étais petite encore, et mon père, qui m'appelait souvent Dominica, il me dit, tu sais, ton prénom, l'étymologie, c'est intéressant, parce que ça vient de domus, la maison. La maison. Et ça donne Dominicus pour les garçons, Dominica, et qui appartient à la maison, me dit-il,
ou encore mieux, qui appartient. Alors j'ai eu le sentiment, vous voyez, d'être enclose dans ce cercle de famille, que j'étais possédée, j'appartenais à ce cercle. Et donc ma marge de manœuvre était extrêmement limitée, ma liberté, n'en parlons pas. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mise à aimer passionnément la lecture. Parce que pour moi, les premiers livres, je parle même des livres pour enfants, les premiers livres que j'ai tenus dans les mains, c'était des récits de liberté. Tout d'un coup, dans ces livres, les enfants, pas dans la Comtesse de Ségur, hein. Non. Dans la Comtesse de Ségur, les enfants sont justement sous la férule des adultes. Ils reçoivent des fessées, on les enferme au cabinet noir. Bon, non, moi, les livres que je lisais, c'était les toutes petites lectures. C'était le Club des 5. C'était Fantomette. Bon, en plus tard, ça a été tous ces bibliothèques roses, si vous voulez, racontaient des enfants très émancipés qui faisaient absolument tout ce qu'ils voulaient, qui menaient des enquêtes policières sur une île d'ailleurs. Ça se passait sur une île de Bretagne certainement, battue par les flots. Il y avait 2 garçons, 2 filles et un chien là dans le Club des 5. Et ils avaient la lande couverte de bruyère et les flots de l'océan tout autour. Ils avaient une liberté incroyable. Il n'y avait aucun adulte qui venait les embêter. Et donc la lecture a été pour moi vraiment c'était la zone libre. C'était les seuls moments d'indépendance. Et peut-être que c'est aussi ça la clé, finalement. Ces premiers livres qui ont ensuite donné le goût du reste. Hein, après, ça a été George Sand, ça a été Stendhal, etc. Bon. Donc, là aussi, j'ai consacré quelques chapitres à ces lectures d'enfants parce qu'on n'en parle jamais. On croit toujours que parce qu'on est un écrivain et en plus académicien, ce qui solennise un peu tout, on a commencé à lire dans Flaubert. Mais non. Donc les tout petits, je trouve ça intéressant d'ailleurs de réfléchir à ce qu'on met entre les mains des enfants. Aujourd'hui, ils ont énormément de livres. Je reviens du salon de Montreuil. Le salon du livre pour la jeunesse, c'est fou. Enfin, il y a un nombre de livres pour enfants. Il y a une diversité que dans les générations précédentes, il n'y avait pas. Il y avait très peu de livres pour les enfants, en fait. Mais c'est très amusant de mettre la Comtesse de Ségur comme ça de côté et de préférer le Club des 5 et surtout Fantomette, qui a bercé. Mais ça me fait penser à une chose, Dominique Bonnat, c'est votre goût pour la biographie. Ce sont aussi des femmes libres qui vous intéressent, car Berthe Morisot, Colette en particulier, c'est le symbole même de la liberté, qui aime les hommes, les femmes, le théâtre, la littérature. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien que vous êtes penchée sur elle. Oui, j'ai écrit beaucoup de destins de femmes, c'est vrai, à commencer par Berthe Morisot. Et chacune, c'est vrai, une histoire d'émancipation. C'est-à-dire comment ont-elles réussi à affirmer leur personnalité et surtout à affirmer leur art, à s'exprimer comme artiste dans un milieu qui n'y était pas favorable. Alors ça m'a toujours passionné d'écrire là-dessus, mais c'est évidemment dans une recherche personnelle, parce que si on souhaite ne pas être complètement fermé sur soi, le meilleur moyen d'essayer de comprendre les choses ou la vie, c'est de regarder comment les autres vivent. Alors, il faut choisir ses modèles. C'est sûr que j'ai choisi des modèles, mais qui ne sont pas tous sur le même moule. Pas du tout, parce qu'une Berthe Morisot, une Camille Claudel, qui sont presque contemporaines, ont quand même des histoires très, très différentes. Hein, et des enfances, précisément, très différentes. Des entraves. Oui, beaucoup d'entraves. Enfin, je n'ai pas écrit que sur les femmes. Pas du tout. J'ai écrit aussi... Sur vrai, des hommes... mais oui, sur Romain Gary en particulier. Mais là aussi, je me suis toujours intéressée, justement... Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'homme célèbre ou la femme célèbre, l'artiste génial, voilà, qui arrive... qu'on connaît, qu'on va voir dans un musée ou dont on lit le livre. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin parcouru.
Donc c'est ça la biographie, c'est de suivre le chemin et de voir comment un être humain trace sa voie. Voilà. Mais là, je suis très curieuse de savoir comment on aborde un personnage. Alors, vous êtes intéressé effectivement à des hommes très forts, des femmes avec de fortes personnalités, mais est-ce qu'on aborde de la même manière le jour où on décide d'écrire un récit, on aborde Arthur Comte et Joseph Kessel, par exemple. Comment avez-vous travaillé? Comment travaillez-vous, en fait? C'est la question un peu centrale. Je pense que vous avez 3 heures. Alors, il n'y a pas, comment dire, une seule méthode. Je pense que les méthodes sont différentes selon les livres. Et puis d'abord, faut-il parler vraiment de méthode? Je ne suis pas sûre. Un livre, d'abord, il faut en trouver le sujet. Ce sujet, on ne sait pas vraiment comment il vient. Quelquefois, il tombe du ciel. On doit se confronter à un sujet un jour. Voilà, c'est toujours un élan. Un élan vers un personnage. Bien sûr, quand il s'agit d'un écrivain, le meilleur moyen d'aller vers lui, c'est de relire ses livres. C'est la première étape. D'abord, relire tous ses livres, et puis même plusieurs fois. Et puis avec Kessel, c'est très facile, parce que les livres sont formidables. Voilà. Avec Maurice Druon aussi, d'ailleurs. J'ai eu une bonne surprise, parce que j'ai écrit ce livre à 2 voix, hein, parce qu'il y avait Kessel d'un côté, que je connaissais bien, dont j'aimais les livres, et Druon. Et Druon, grâce aux Partisans, qui est le titre de mon livre, moi, je l'ai découvert, et je l'ai découvert comme écrivain, hein, franchement, pas seulement avec Les Rois maudits, mais aussi avec Les Grandes familles, et avec des romans un peu plus secrets qui sont très beaux. Donc en fait, relire, lire des témoignages d'époque, etc. Là, pour ce livre, vous pensez bien que je n'allais pas me précipiter dans les bibliothèques. Pour écrire sur un père, on ne se précipite pas dans les bibliothèques. On essaie de retrouver dans les souvenirs. Alors, ces souvenirs, pour moi, il me semble qu'ils arrivent par morceaux, par éclats. La mémoire, c'est pas linéaire. Ce sont des éclats de mémoire qui reviennent. J'ai écrit ce livre comme ça, comme une mosaïque, avec des éclats alors, sur le village paternel, entouré de vignes, sur ma mère en train de broder sans fin des nappes qui maintenant sont dans des tiroirs chez moi d'une commode, comme des pièces de musée. Les livres dans la chambre d'enfant, la musique de Pablo Casals. Pau Casals était catalan, il s'était réfugié dans les Pyrénées-Orientales en fuyant le régime de Franco. Il y avait tous les ans le festival de Prades. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Prades dans les grandes années Pablo Casals. Donc il y a la musique de Pablo Casals qui se mêle au chant des mésanges, parce que les mésanges, en particulier sur un cloître où Pablo Casals jouait son violoncelle, on les entendait aussi. Donc il y a des sortes d'éclats comme ça qui reviennent. Et puis je cherche partout la petite fille, parce que cette petite fille, finalement, que j'ai été, je l'ai un peu perdue en cours de route. Et j'avais envie de la retrouver. J'avais envie de voir, enfin, comment elle allait sortir de ce cocon, de cette chrysalide. Je ne suis pas sûre d'être arrivée, mais bon, je suis allée, disons, la rechercher. Voilà. Et tout ça se mêle à des choses d'aujourd'hui. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a un petit morceau qui se passe à l'Académie française, notamment à cause de la comtesse de Ségur, que je n'aime pas, mais que des amis académiciens, philosophes ou médiévistes, qui font partie de l'Académie française, ont adoré dans leur enfance. Donc il y a un peu une confrontation avec ça. Et voilà. Et donc la femme que je suis aujourd'hui regarde ce passé un peu lointain, avec des grosses lunettes pour essayer de voir au microscope, enfin, ce passé qui s'enfuit. Voilà.
Mais il y a un travail d'écriture, bien sûr, mais de construction dans ce livre qui fait que lorsque je l'ai terminé, je l'ai repris pour me dire, mais comment a fait Dominique Bonnat pour croiser comme ça, pour tricoter ce passé, ce présent, cette petite fille, cette jeune femme, cette académicienne, et puis cet homme qui est là. Et ça a dû être un travail de... vous parliez de votre mère dentelière, couturière, mais vous aussi, dans ce livre-là, vous avez beaucoup travaillé dans la dentelle. C'est que je n'aime pas coudre. Pas du tout. Mais c'est vrai que le livre, là, il s'est organisé comme ça. Et alors, par moments, je parle du roi Arthur, enfin le vrai roi Arthur, celui de la légende. Et il vient se mélanger. Il y a aussi un peu les fées qui viennent, enfin, pailleter l'ordinaire de la vie, le quotidien de la vie. Vous savez, c'est le sens du mot Arthur. En langage celte, Arthur veut dire le roi des ours. C'est drôle. Et ça. Alors, je pense qu'il y a deux animaux qui permettent de peindre Arthur Comte, en fait. Il y a l'ours, parce qu'il avait ce côté-là, un peu ours. Il pouvait se refermer dans sa caverne, être inaccessible, comme ça. Et même, on avait l'impression qu'il hivernait, parce qu'il réfléchissait. C'est un homme de méditation qui réfléchissait beaucoup, même s'il était aussi un homme politique et en pleine action. Et donc, l'autre animal qui le définit très bien, et qui est un peu à l'opposé, c'est le bélier. Parce que c'est son signe astrologique. Mais il avait ce côté battant par moment, et même assez souvent, du bélier. Il a été, il faut peut-être que je le dise aussi, député des Pyrénées-Orientales pendant des années, maire de son village, député. Il a été ministre sous la 4e République. Enfin, c'était un homme public, un homme d'action. Voilà. L'Assemblée nationale a pris beaucoup de place dans notre vie. Beaucoup, beaucoup de place. J'ai accompagné mon père les jours où il n'y avait pas session à l'Assemblée nationale, parce qu'il allait à la bibliothèque de l'Assemblée, qui est une bibliothèque extraordinaire. C'est une des bibliothèques de France les plus riches en livres d'histoire. Ils ont notamment les minutes du procès de Jeanne d'Arc, qui sont à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et donc mon père, qui était historien, pour sa documentation, allait chercher des livres à l'Assemblée nationale. Et moi, je l'accompagnais. C'était un rituel. Je portais sa sacoche ou je l'aidais à porter des livres, car il avait le droit d'emprunter les livres. C'est une bibliothèque qui est réservée, pour l'essentiel, aux députés. Ils viennent travailler. On peut aller y travailler, mais il faut une autorisation spéciale pour aller travailler dans cette bibliothèque. Donc, il empruntait les livres et je venais avec lui. Et pendant qu'il cherchait ces livres, vous savez, à l'époque, c'était pas sur Internet, donc il fallait ouvrir des petits tiroirs et sortir des fiches. Et pendant qu'il cherchait ces ouvrages dont il avait besoin, moi, j'étais assise là, aux grandes tables magnifiques en acajou qui sont au milieu. Je regardais les fresques de Delacroix qui sont au plafond. J'attendais que mon père en ait fini. Et puis surtout, je respirais dans cette espèce d'atmosphère. Et mon père ayant pris soin à chaque fois de me faire remarquer en traversant la salle des pas perdus, tantôt le buste de Jaurès, tantôt une grande fresque qui représente Mirabeau au moment de la Révolution, qui dit à l'émissaire, voilà, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. J'ai été élevée aussi par un historien qui ne perdait pas une occasion de raconter l'histoire vivante à ses enfants. Bon, donc voilà, il y a un peu tout ça là-dedans. Oui. Et il est historien, et vous avez plutôt choisi la littérature plutôt que l'histoire, et la littérature médiévale par vos études, puis la littérature contemporaine en étant critique littéraire, en écrivant sur des auteurs plus contemporains. Pourquoi ça ne vous a jamais tenté d'aller vers l'histoire ? Eh bien, je ne sais pas, en fait. Non, je n'ai jamais voulu être historienne. Ça n'a rien à voir avec l'ascendance paternelle. On n'est pas obligé de recopier quand même à la lettre près
le métier de son père, on n'est pas obligé. J'aime l'histoire me passionne, mais c'est vrai que peut-être j'ai une approche, comment dire, un peu artistique de la littérature, vous voyez. Je ne vais pas à la biographie en historienne, j'y vais plutôt j'aime raconter en conteuse, voilà. J'aime bien raconter les vies, les mettre en scène, les rendre vivantes. Alors, il y a toute une documentation, c'est vrai, quand j'écris sur Berthe Morisot, voilà, je suis bien obligée de rappeler l'histoire de l'impressionnisme, de faire des portraits un peu exacts de Degas, de Renoir. Non, j'y attache de l'importance, hein, la documentation. Mais ma démarche n'est pas une démarche d'historienne. C'est peut-être parce que je préfère une approche plus sensible, plus impressionniste aussi. Vous voyez, il me semble que le document, c'est très très important, mais qu'on gagne toujours à le dépasser, le document. Parce qu'autrement, c'est une lecture pédagogique. Et j'espère que mes livres n'entrent pas seulement dans cette catégorie, même si on apprend toujours quelque chose, bien sûr, dans un livre, mais ce n'est pas la pédagogie qui m'anime, mais plutôt la transmission. Je pense qu'on peut transmettre sans pour autant faire un cours, quoi. Enfin, je crois. Mais dans un livre que j'aime beaucoup, Mes vies secrètes, vous expliquez, c'est un livre très autobiographique, je ne sais pas si vous aimez ce mot-là, mais où vous expliquez justement cette démarche qui est... Alors on dit beaucoup ça maintenant dans la presse littéraire, il y a de la chair, de l'incarnation. Mais c'est vrai que lorsque vous vous intéressez à un personnage, vous lui donnez un peu de vous-même en fait. Oui, forcément. Hein, forcément, on se projette toujours sur un personnage, mais il faut quand même rester lucide et à distance, parce qu'alors autrement, on tombe dans quelque chose, une mièvrerie. Je ne vais pas m'immiscer complètement dans une destinée non, qui ne m'appartient pas et qui est belle, qu'il faut pouvoir observer, finalement, observer. Non, c'est un jeu assez subtil, la biographie, entre effectivement l'empathie qu'on peut ressentir pour un personnage, mais la nécessaire lucidité qui permet un œil critique. Et d'ailleurs, ici aussi, vous voyez, je ne crois pas avoir écrit un livre pour célébrer le grand homme que fut mon père, etc. C'est pas ça. C'est... comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un père que j'ai aimé, mais c'est un être humain, donc il avait aussi ses défauts, ses petits ridicules, voilà, et je l'aime pour ça, parce que cette part d'humanité, vous voyez, on fait pas un portrait d'un bloc, un personnage sur un piédestal, c'est pas intéressant du tout. Ce qui est intéressant, justement, ce sont aussi les fragilités des personnages. C'est leurs blessures aussi. Il y a des blessures chez mon père. Bien sûr. Il a mené une vie rude. Cette vie politique est très rude. Il y a forcément, dans les campagnes électorales, en particulier à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, c'était des vraies batailles. Et d'ailleurs, curieusement, mon père disait qu'il avait attrapé le virus de la politique. Il en parlait un peu comme d'une maladie contagieuse, la politique. Et il a aimé la politique. Il en a fait toute sa vie. Mais à la fin, devenu vieux, il a exprimé combien la politique l'a fait souffrir. Vous voyez ? Alors, mon frère, par exemple, qui avait certaines dispositions et qui aurait aimé se diriger vers une carrière politique, il en a carrément dissuadé. Il a fait tout ce qu'il a pu pour l'empêcher d'entrer en politique. Parce qu'il craignait, c'est son expression, que mon frère prenne trop de coups. Et quand vous voyez vraiment la scène politique aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Hein.
c'est toujours aussi tumultueux. Ce sont des métiers risqués, quoi. Et puis les gens, quand même, ils sont députés, mais l'élection suivante, ils ne sont pas sûrs de l'être. Donc ce ne sont pas les métiers d'une formidable stabilité. Il y a une chose qui revient aussi dans ce livre et qui est importante, ce sont les silences. Et le silence, silence d'un homme qui écrit et qu'il ne faut pas déranger, silence des repas où on parle après le repas. Vous en avez gardé quelque chose de douloureux, de remarquable, vous en parlez beaucoup. J'ai appris en fait à aimer les silences, parce que ces silences, c'était pas des silences hostiles ou des silences ennuyés. Non, il y avait beaucoup de sérénité, d'apaisement dans les silences. On parle beaucoup, hein, même sur cette scène, je parle beaucoup. Je remplis le silence. Mais faire silence, parfois, c'est bon. On est abreuvé finalement de paroles. Et même dans un livre, on peut ménager des silences, bizarrement. C'est vrai, c'est vrai. La parole n'est pas tout. Donc en famille, on peut communiquer en silence aussi. Entre parents et enfants, entre mari et femme, il y a des silences qui sont merveilleux. Vous avez raison. Non, alors vous êtes très silencieux. Là. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que je pose des questions et je ne vous laisse pas la parole. Avez-vous des questions à poser à Dominique Bonnat? Parce que sinon, moi, je continue jusqu'à demain. Alors, je vous en prie. Alors, c'est toujours difficile. La première question est toujours un peu intimidante, mais n'hésitez pas surtout à interroger Dominique Bonnat. Oui. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. En fait, moi, j'ai connu un petit peu votre papa dans la mesure où j'ai travaillé à la radio. Enfin, j'ai fait toute ma carrière à Radio France et à France Culture en particulier. Mais j'étais très jeune quand je suis arrivée. Votre papa était encore président de l'ORTF. J'ai dû arriver en septembre 73 et la radio a été démantelée en avril 74, je dirais à peu près. Et voilà, ma question, elle est toute bête, mais je voulais savoir si éventuellement il vous en avait parlé et ce que vous avez ressenti au moment où il a quitté la radio. Comment a-t-il vécu ce moment de démantèlement qui a été quand même très douloureux? Oui, mon père a donc été nommé en 72, en fait, président, directeur général de l'ORTF. L'ORTF, il faut s'en souvenir, c'était un monopole d'État. Donc il y avait la première chaîne, la deuxième chaîne. La troisième chaîne a été créée pendant le mandat d'Arthur Comte. Il y avait France Inter, France Musique, France Culture. Il y avait aussi l'INA, qui était pour les archives. Enfin bon. Donc, pas de radio libre, aucune radio en dehors de ça, aucune chaîne de télévision en dehors de ça. Pour mon père, ça a été une expérience fabuleuse. Il a profondément aimé son passage à l'ORTF. Parce que d'une certaine façon, il a retrouvé toutes les passions de sa vie. Il y avait les émissions politiques, il y avait le sport. Mon père adorait le sport, il a toujours regardé tous les matchs à la télévision, etc. Donc le sport. Il y avait les variétés, la chanson. Il y avait des techniciens de la lumière, des techniciens du son, et ça le fascinait. Il y avait des acteurs, des comédiens, des journalistes. Cette diversité, vous voyez, de la création l'a vraiment passionné. Seulement, il avait été nommé directement par Georges Pompidou. Et très vite, comme de surcroît, ces années correspondent à la fin de Georges Pompidou, qui est malade, très malade. Personne ne sait qu'il est malade, mais on peut voir qu'il n'est pas en pleine forme. Et il est très fatigué. Et il délègue beaucoup de son pouvoir à des éminences grises, qui sont
si les noms vous disent quelque chose encore aujourd'hui, Marie-France Garot, Pierre Juillet, et même Édouard Balladur, qui commence là sa carrière, qui n'est pas encore connu, mais qui est là, un peu dans l'ombre autour du président. Et il y a un ministre de l'Information, de surcroît, à cette époque-là, et très vite, mon père reçoit des consignes strictes pour orienter, si vous voulez, les débats à la télévision. Je ne rentre pas dans ces histoires-là. Si vous voulez en savoir plus, et si vous arrivez à trouver son livre, parce que maintenant, mon père a écrit quand même 80 livres, et même plus, entre 80 et 90 livres, je ne compte pas exactement, et il y a notamment « Homme libre », qui est le livre qu'il a écrit lorsqu'il a été démis de ses fonctions. Plus exactement, il a donné sa démission, et la démission a été acceptée. Donc il est parti à grand fracas, parce qu'il il ne voulait pas être, comment dire, totalement au service, voilà, du pouvoir en place. C'est un homme indépendant, très indépendant, et voilà. Donc, il a donné sa démission, il est parti, il a écrit ce livre en l'espace de 3 semaines, Homme libre, où il raconte, d'ailleurs sans aucune amertume, parce que je l'ai relu. Pour écrire ce livre, j'ai relu ce livre. D'habitude, j'aime pas beaucoup lire les livres de mon père, pour vous dire la vérité. Je me sens gênée, je ne sais pas pourquoi. Même les livres d'histoire, vous voyez, même les 1er janvier, le Verdun. Il y a quelques livres que j'ai réussi à lire, mais autrement, j'ai l'impression d'être impudique et d'aller chercher un père que je ne connais pas. Au fond, le père que je connais, c'est celui qui était avec nous à table, qui nous emmenait promener en nous tenant la main, etc. Et bref, j'ai relu Homme libre, et j'avoue qu'il réussit à peindre ce milieu, cette atmosphère, à la fois au sein de l'ORTF et politiquement, sans amertume. Il y a une grande énergie dans ce livre, il y a beaucoup de feu, mais il n'y a pas d'amertume, heureusement. C'est bien d'écrire un livre sans amertume. C'est un sentiment que je n'aime pas, l'amertume. Donc j'étais contente qu'il n'y en ait pas dans ce livre-là. Mais il est passé très vite. Vous savez, il a été, je n'ai plus les mois en tête, mais il était nommé en 72, au printemps 72, et en effet, il a terminé quasiment en 73, début 73. Il a eu le temps de créer la 3e chaîne, et il a eu le temps de créer aussi Les Rois maudits. C'est pas lui qui l'a créé, c'est Claude Barma qui était le réalisateur. Et ça a marqué un peu cette époque. Voilà, ça a rendu très grand public le livre de Maurice Druon. C'était un très grand moment, inoubliable. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Dominique Bonnat? Moi, monsieur. Moi, j'ai pas de questions à poser, mais à la fin, je vous ferai un cadeau publiquement. Vous me laissez 3 minutes. Oh, monsieur, certainement. Mais quel sens du suspense. Non, juste un mot avant de conclure. Vous êtes à l'Académie française. Votre père n'est pas rentré à l'Académie française. Est-ce qu'il a accueilli cette nomination, on dit nomination, votre élection, avec curiosité, avec joie, avec émotion? Mais oui, c'est une histoire de famille, finalement, l'Académie française. Oui, mon père s'était présenté, n'a pas été reçu à l'Académie française. Et puis les années ont passé, c'est moi qui ai fait acte de candidature, de manière inconsciente peut-être. Est-ce que je voyais une revanche là-dedans? Je ne crois même pas. J'avais juste envie d'être académicienne. Il me semblait que la voie était ouverte aux femmes, vous savez, très récemment, depuis Marguerite Yourcenar seulement. Et voilà, j'avais envie de cette aventure. La vie de l'écrivain est quand même très fermée, très, très resserrée, très solitaire. Donc l'aventure de l'Académie, ça me paraissait la conquête de l'Himalaya. Finalement, ça s'est très bien passé. J'ai été élue. À la 3e fois quand même. Je me suis présentée plusieurs fois. Et c'est toujours comme ça, je crois.
Non, il y a des bienheureux qui sont élus tapis rouge dès la première candidature. Ça n'a pas été mon cas. Mais bon, voilà, je suis académicienne. J'ai été élue au printemps 2013. Mon père était toujours là. Il a été le premier informé. On peut dire j'ai couru vers lui pour lui dire. Et j'ai vu sur son visage, il était déjà très âgé, mais il avait toute sa tête. Et il a été heureux, en fait. Et il m'a dit cette phrase très simple. Il m'a dit « c'est bien ainsi ». Mais malheureusement, il n'a pas vu mon entrée à l'académie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est élu, on a 1 an environ pour préparer son discours sur le prédécesseur. On a quand même un long discours à prononcer. On doit préparer son habit, son épée, etc. Et je suis donc rentrée réellement à l'Académie française en 2014. Et là, il n'était plus de ce monde puisqu'il est mort à la fin de l'année 2013. Mais peut-être je peux raconter une histoire. Oui. Avant que monsieur me fasse le cadeau, parce que j'aime beaucoup les cadeaux et je suis intriguée. Alors, avant de partir, enfin, quand il a su que j'étais élue à l'Académie française, dès le lendemain, il m'a remis un papier, et il avait écrit sur ce papier le nom de toutes les personnes que je devais inviter à ma réception lorsque je serais reçue sous la coupole. Il fallait que j'invite toutes ces personnes. Et il avait marqué le nom de ses parents, de ses grands-parents, du maire du village, du maire de Sals, M. Brégoulat, qui avait été à la fois son premier instituteur et qui l'avait pris sous son aile et lui avait dit, à l'âge de 10 ans, c'était l'ancien maire, « Tu seras maire un jour du village », vous voyez. Il avait le nom. Et il m'a remis tout ça. C'était un peu comme si tout à coup le temps était pulvérisé et que mon père, à travers moi, se disait, voilà, j'entre à l'Académie française et il faut que j'invite ma famille. Il faut que j'invite ma famille. Et donc ce papier que j'ai gardé, vous imaginez bien, je l'avais plié et mis dans la poche de mon habit vert quand je suis entrée sous la coupole, enfin, et de sorte que mon père était là, en fait. C'est une histoire magnifique. En fait, vous êtes une femme d'une grande discrétion, mais le féminisme, vous avez participé à ce travail sur la présence des femmes. L'Académie française, ça n'est pas majoritairement féminin. Les biographies que vous avez écrites sont souvent sur des femmes qui se battent. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de votre Alors, la féminisation des noms de métiers, notamment, des titres aussi et des fonctions, c'était très important à mes yeux. C'est vraiment très important. Et j'en ai particulièrement pris conscience à l'Académie, puisque à l'Académie, on étudie les mots du dictionnaire. Donc, en passant en revue tous ces mots, je me rendais compte que les mots étaient toujours définis au masculin et que souvent, académicien, il fallait se reconnaître dans académicien, par exemple. Et je pensais qu'une femme pouvait se dire avocate ou pharmacienne sans déroger, ou institutrice. Après tout, on a souvent dit institutrice. Pourquoi ne le dirait-on pas pour les professeurs, pour les écrivains, etc., etc. Donc, il y a eu toute une période à l'Académie où un vrai débat, oui, souvent houleux d'ailleurs, mais finalement, l'Académie est revenue sur sa position. Il y avait une position très ferme anti-féminisation des noms de métiers, et l'Académie est revenue là-dessus et a ouvert de sorte qu'aujourd'hui, on peut dire, si on veut rester pharmacien, une femme est pharmacien, on peut rester. Mais si on veut être pharmacienne, c'est bien aussi. Et Hélène Carrère d'Ancos, vous savez, qui était notre secrétaire perpétuelle, à l'époque où il y a eu ce fameux débat, était, elle, vigoureusement pour la non-féminisation. Et Hélène Carrère d'Ancos est morte, historien,
académicien et secrétaire perpétuel EL. Mais c'est grâce à elle que le débat a été rouvert. C'est quand même assez formidable. Si elle n'avait pas été là, ça n'aurait pas été rouvert. Il y a eu une commission, 2 hommes, 2 femmes. On a travaillé sur la question. On a écrit un rapport qui a été lu en séance devant les académiciens. Nouveau débat. Et ouverture, conclusion ouverte. Et ça, c'est quand même... Je lui rends hommage ce soir, voilà. Je lui rends hommage parce que c'était une femme de forte tradition, qui avait de fortes convictions aussi, mais qui a laissé faire finalement le dialogue. Elle a compris qu'il y avait une nécessaire ouverture à avoir sur ce sujet. Je vous propose de terminer cette rencontre, à moins que vous ayez une dernière question. Madame, pardon. J'ai une épée. Alors j'aimerais savoir quel symbole et ornement vous avez choisi pour cette épée. Alors cette épée, contrairement aux épées de la plupart de mes confrères qui ont beaucoup de symboles sur les épées, mon épée est extrêmement simple. C'est une épée en argent qui a été créée par un artiste basque qui m'avait envoyé un dessin que j'ai trouvé tellement joli. Elle a une très jolie forme. Et il y a un seul symbole, c'est le 8. Non pas que j'occupe le 8e fauteuil, pas du tout, mais j'ai été la 8e femme élue à l'Académie française. Et cet artiste s'est inspiré du 8 qui, comme vous savez certainement, si vous le mettez dans une certaine position allongée, ce 8 représente l'infini. Donc l'infini, le rêve, l'imagination. C'est le symbole qui est sur mon épée. Eh bien, madame, je vous en prie. Est-ce que le fait d'être académicienne influence votre style d'écriture? Alors, j'espère que non, madame. Je pense que le fait d'être académicienne change peut-être le regard des gens sur moi. Je ne sais pas. Mais moi, mon regard n'est pas changé sur moi-même. Et ma façon de parler, ma façon d'écrire, il me semble que ça a toujours été un peu la même chose. Oui, Vous trouvez que je parle comme une académicienne ? Alors, c'est vrai que j'aime bien la langue française, j'aime bien la structure complexe, subtile de la langue française. J'adore la musique des mots. Donc, peut-être est-ce que je parle de manière avec des négations qui, je l'espère, sont à leur place. Pas trop de mots anglais, quelquefois quand même un peu débordé par les mots anglais. Et de temps en temps, mes petits-enfants me demandent « Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ?» parce que j'ai employé un mot qu'ils n'ont pas compris. Pourtant, ça me paraissait un mot très simple. Et avec les enfants, maintenant, il faut être souvent en traduction simultanée, je remarquais. Quand vous leur lisez certains livres un peu trop écrits, il faut traduire. Parce qu'ils n'ont pas tout de suite la complexité de la phrase ou du mot. C'est d'ailleurs très intéressant de suivre l'évolution de la langue. C'est ce qu'on fait à l'Académie. Ça, je voudrais quand même le dire. Le dictionnaire de l'Académie n'est pas un dictionnaire pour figer, pour momifier, pour transformer les mots en statut de sel. Le dictionnaire de l'Académie relève ce qu'on appelle l'usage. Donc, nous observons les évolutions du langage et nous essayons d'intégrer ces évolutions dans le dictionnaire. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Alors, il y a des mots nouveaux. Il y a quand même vraiment, il y a un apport du vocabulaire. Il y a les mots des technologies, des sciences, bon, tout ce qu'on voudra. Mais il y a aussi la façon de parler, les mots qu'on emploie davantage aujourd'hui. Tous les mots vieillis, on a tendance à les enlever. Alors,
il ne faut pas trop en enlever non plus, parce que si on se remet à lire des auteurs anciens, même du 19e siècle, on va manquer d'explications. Et la nouvelle génération n'aura plus l'explication de ces mots-là. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les mots qu'on appelle vieillis, c'est d'ailleurs un peu triste, les mots vieillis, et puis des mots d'aujourd'hui qui sont peut-être un peu trop frais, un peu trop neufs, qui risquent de ne pas durer, on ne sait pas. Donc c'est vraiment l'étude de la langue. C'est vrai que j'aime ça, madame, pour répondre à votre question. C'est peut-être que ce que j'ai le plus académique en moi, c'est l'amour de la langue française. Soyons tous académiques. Merci beaucoup, Dominique Bonnat. Quelle heure merveilleuse avec vous. Merci infiniment. Merci, Christine et Ferniaud. de votre attention à tous. Vous allez signer votre livre, vos livres. Peut-être ici, on va donner la parole à monsieur. Et voilà, exactement. J'espère que c'est un vrai cadeau. À moins que ce soit un cadeau personnel que nous n'ayons pas le droit d'entendre. Moi, je vais vous chanter une chanson. Le premier couplet d'une chanson, de manière à réveiller vos souvenirs. En vöire despuntar, el major luminar, en la nit mes dichosa. Els ocellet cantan, a festejar lo van, am saveu melindrosa. Els ocellets cantant, a festejar lo van, am saveu melindrosa. Monsieur, je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie de tout cœur. Vous avez fait résonner les mots de l'enfance dans mon cœur. C'est une voix qui, pour moi, ne s'efface pas, vous voyez. Je vous remercie de l'avoir chanté avec tellement de sensibilité. Vous avez une voix magnifique. La voix n'y était plus, la voix n'y était plus. Non, c'est très beau et je vous remercie. Vous me faites un cadeau merveilleux, monsieur. Oh, la lingua ies es un regal per el Nadal. Merci d'avoir suivi cette nouvelle conférence sur Ici Rueil. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.